la vie le bonheur jusqu'à parfois passer notre vie à l'attendre, disait Marie Andersen. Mais c'est quoi le bonheur finalement? L'amour, l'amitié, la santé, l'argent, la vie de famille, la vie professionnelle ou encore la vie spirituelle? Qu'est-ce qui vous rend heureux, madame, monsieur? Déjà, estimez-vous être heureux? Sinon, pourquoi? Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre émission On garde le contact. Vous l'aurez compris, aujourd'hui le thème c'est le bonheur, car finalement nous cherchons tous à être heureux dans la vie. Et pour en débattre, nous avons autour de ce plateau déjà docteur que vous connaissez, que vous appréciez. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Psychiatre de son état. Merci. Nous avons également Miss Conan, bonjour, communicatrice. Et puis nous avons le grand plaisir de recevoir monsieur Herman Capo, qui est coach de vie et auteur également. Auteur du livre « N'attendez pas pour être heureux », ce qui explique votre présence donc sur ce plateau. Je vous l'ai dit, on parlera du bonheur aujourd'hui. Le téléphone sera ouvert. Vous nous direz, madame, monsieur, ce que vous pensez être le bonheur pour vous. Parmi tous les éléments que j'ai cités, la liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce qui vous rend heureux et pourquoi? Alors, l'état des lieux. Pour le moment, on va laisser tomber le téléphone, le temps de faire l'état des lieux sur ce plateau. Et puis, dans 5 minutes environ, vous pourrez appeler. Docteur. Oui, je pense que c'est un sujet d'une importance capitale parce qu'il ne se passe de jour que dans nos conversations, dans nos échanges avec nos amis, nos parents, nos connaissances, on ne parle de malheur. Ah, il souffre, il est malheureux. Je n'ai jamais connu le bonheur. Depuis que je suis né, je ne fais que souffrir. Même dans les milieux religieux, on entend de Dieu. Quand est-ce que ma souffrance ou mon malheur va prendre fin pour que je connaisse le bonheur? Donc le bonheur demeure une des préoccupations, ou j'allais dire un des éléments que la nature humaine recherche de plus dans notre existence sur cette terre, parce que nous sommes de passage. Donc à l'occasion de notre passage sur terre, la préoccupation majeure reste que est-ce qu'un jour je vais avoir le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Et si est-ce que j'ai le bonheur? Est-ce que je vais pouvoir maintenir ce bonheur jusqu'à ce que, j'allais dire, je meure? Donc, c'est autant d'interrogations que nous allons essayer ensemble de débattre. C'est un sujet, je ne dirais pas d'actualité, mais c'est un sujet qui fait partie... C'est un sujet quotidien. C'est quotidien, c'est comme le sang qui circule dans le corps humain. Parler de bonheur, c'est quelque chose qui est attaché à nous et c'est un sujet assez important. Très bien. Moi, je peux dire que du peu que j'ai vu, le bonheur peut être considéré comme une quête perpétuelle. On peut dire que c'est une finalité parce que tout au long de notre vie, nous nous retrouvons certaines fois dans des situations qui semblent être le bonheur. Mais après, quand on les perd ou quand on passe ces situations et qu'on revient à notre état initial, donc soit la stabilité émotionnelle où on se lève le matin et on fait juste ce qu'on a à faire, ou bien encore le malheur, comme Dr Bou l'a dit, du fait de certaines circonstances qu'on rencontre tout au long de notre chemin sur Terre. Il est vrai qu'on se demande si ce qu'on a vécu auparavant, c'était ça le bonheur. Si le fait de s'être marié, cette lune de miel, 2 semaines avec son mari, est-ce que c'était ça vraiment le bonheur? Parce qu'on a récupéré en fait, on est revenu à son train-train quotidien. Mais il est bon de dire que c'est beau de voir tous ces êtres humains qui courent après le bonheur. Finalement, ça devient cette quête-là, après laquelle tout le monde court. Chacun place son bonheur ou ce qu'il qualifie comme bonheur dans une certaine condition. Certaines personnes dans le mariage, certaines autres dans le travail, tu l'as cité tout à l'heure, tout un ensemble d'événements ou de circonstances qui pourraient pour nous être le bonheur. Mais est-ce que c'est ça vraiment le bonheur quand on passe d'un état à un autre? Est-ce que le bonheur, ce n'est pas une condition perpétuelle chaque jour, chaque minute, de joie, de paix, d'épanouissement, de satiété de la vie? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce qu'on pourrait définir ces circonstances-là comme le bonheur? Bon, je pense que chacun ici aura l'occasion d'en dire un petit mot. D'ailleurs, on va écouter M. Capo. Merci. Le grand paradoxe, le grand paradoxe avec le bonheur, c'est que c'est quelque chose après quoi les gens courent, alors que c'est en cours. Donc le bonheur est en cours et on court après le bonheur. Comment réussir à trouver un instant de rencontre entre ce bonheur qui est en cours et ce bonheur après quoi en cours? Comment comprendre que c'est cette capacité à s'arrêter et trouver un mobile, un motif de joie de vivre. Quelque chose qu'on apprécie, qui nous fait entrer en action de grâce. Action de grâce par rapport à ce qu'il y a de beau et action de grâce par rapport à ce qu'on espère.
Donc, c'est ces problématiques-là qu'on va travailler ensemble à échanger sur le plateau. Si on peut mettre juste quelque chose que j'ai lu avant de venir. Le bonheur est la capacité d'aller de l'avant, tout en sachant que l'avenir sera meilleur que le passé. Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. C'est d'ailleurs une problématique sur laquelle on va revenir. Le bonheur avant tout un choix. Absolument. Le bonheur est une décision. Le téléphone est ouvert à partir de maintenant, 22 42 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Vos avis, vos questions, vos conseils, vos témoignages sont également attendus. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le discours de Miss Conan. Elle disait que c'est quelque chose après qu'on court et finalement, une fois qu'on l'a, notre état heureux ne persiste pas. Et je lisais un auteur qui disait que le bonheur, c'est la poursuite d'objectifs réalisables. Parce qu'une fois qu'effectivement notre but est atteint, on se fixe tout de suite d'autres objectifs et on n'est plus satisfait, on n'est plus aussi heureux de ce qu'on voulait. On va prendre un exemple pratique. Par exemple, ça va nous permettre de passer au second sous-thème, les différents cas de figure. D'une femme, par exemple, qui veut se marier. Elle se dit, mariée, je serai heureuse. C'est ce qui ferait mon bonheur, que mon homme avec qui je suis dans une relation depuis des années me conduise devant le maire, etc. Et une fois mariée, elle se rend compte que elle a la bague au doigt, on l'appelle Madame X, mais sa situation ne change pas véritablement. Donc l'objectif suivant, ce sera peut-être d'avoir un enfant pour être heureuse. Et donc finalement, le bonheur, vous l'avez dit tous les trois sur ce plateau, ce n'est pas un état statique. C'est quelque chose après quoi on court perpétuellement. Oui, je pense que ça me rappelle une idée que j'aime souvent avancer ici. Ça montre le dynamisme de la vie. J'ai souvent dit ici que la vie est dynamique. Le bonheur également, il est dynamique. Parce que l'exemple que vous venez de donner est un très bel exemple de jeunes femmes, surtout africaines et ivoiriennes, dont une de leurs préférences ou un de leurs diplômes ou un de leurs objectifs principaux, c'est de se marier. Très bien, on y revient après ce coup de fil de M. Zach qui nous appelle du Burkina. Allô? Monsieur Zach? Allô? Oui, bonjour Monsieur Zach, merci d'être avec nous. On parle du bonheur aujourd'hui, on vous écoute. Voilà, donc je voudrais participer à l'émission. Oui, vous êtes le bienvenu. Alors, c'est un terme vraiment très intéressant. Et quant à moi, je crois que le bonheur c'est un objectif. Le bonheur, c'est un objectif pour vous? Voilà, le bonheur c'est un objectif. Et pour atteindre cet objectif-là, il y a des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Le bonheur, pour moi, c'est une action de tous les jours. Tous les jours. Monsieur Zach, on vous entend difficilement. On essaie de vous rappeler, sinon rappelez-nous. Mais en tout cas, merci déjà pour cette intervention. On retiendra que pour vous, le bonheur est un objectif pour lequel il faut mettre des choses en place et travailler. Docteur, vous avez la parole. J'entends le dit. La plupart de nos sœurs ici, leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est de se marier. Je pense que ça va 30 ans, 35 ans que je marie et fasse mes enfants. Donc, mais une fois la bague effectivement portée, même avec des enfants, on se rend finalement compte que ce n'est pas suffisant. Maintenant, il nous faut une maison. Maintenant, la maison, peut-être la maison n'est pas dans le quartier que je voulais. Il faut aller dans le quartier UP. On a la maison dans le quartier UP. Maintenant, il faut donner des fauteuils du type, je ne sais pas de quel pays. Enfin, donc, c'est la quête perpétuelle. Et cela se voit dans tous les domaines, puisque nous avons les cas de figure. Vous verrez, je voulais quand même citer un des aspects qu'on n'évoque pas beaucoup, ou souvent, c'est le milieu même spirituel et religieux. Là aussi, il y a une quête. Vous voyez, quand vous partez en fonction du type de religion, particulièrement la religion chrétienne que je connais un peu plus, quand quelqu'un est nouvellement converti, sa joie est débordante. On a l'impression que ceux qui sont là n'ont jamais rencontré Dieu. Donc vraiment, c'est des prières à chaudes larmes, on crie, on fait des veillées, des jeûnes. Et puis 2 ans après, on a l'impression qu'on a rattrapé les autres. Et puis on est un peu essoufflé. Mais en réalité, ce n'est pas tellement le fait d'être essoufflé. On se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre étape à atteindre? Peut-être que je priais, j'ai rencontré Dieu parce que mes problèmes allaient être réglés. Je me rends compte que je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur.
je me rends compte que je n'ai pas encore trouvé mon premier emploi, je me rends compte que je n'ai pas encore, etc., etc. Mon mari que j'ai tiré pour aller à l'église ou à la mosquée, pour le sortir du monde, comme on le dit, merci beaucoup de me prêter l'expression, malheureusement, semble davantage enraciné, parce qu'au départ, il vous suit, et puis après, il s'enracine davantage, et finalement, on est complètement déboussolé. Donc, dans tous les domaines, dans tous les cas de figure, il y a cette quête-là, il y a cette insatisfaction. Mais ça fait partie aussi de la nature humaine. Moi j'aimerais bien ajouter aussi qu'on devrait peut-être faire un petit distinguo dans notre approche du sujet de tout ce qui est émotion à l'intérieur du bonheur. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que le bonheur, c'est ces émotions-là, c'est cette paix qu'on a arrivé à un certain moment, cette sécurité qu'on a avec un travail, ce plaisir qu'on a d'être avec cet homme. C'est peut-être pour ça qu'arrivé à un certain moment, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Parce que quand on se marie, pour la jeune dame qui voulait se marier éventuellement, qu'elle se marie, elle passe un certain temps. Mais ce temps-là, elle peut très bien le définir, ce moment de plaisir, de joie avec son mari, elle peut très bien le définir comme tel. Ce n'est pas forcément ça le bonheur. Mais en fin de compte, je pense qu'à la fin de chaque année, pour ceux qui font des bilans par année, à la fin de chaque année, on peut mieux dire si cette année a été une année de bonheur ou pas. Très bien. Monsieur Yao Suleiman nous appelle de Zaranou. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur Yao, merci d'être avec nous, on vous écoute. C'est monsieur Yao Suleiman, j'appelle de Glasso. Enchanté, merci d'être notre compagnie. On parle du bonheur aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pour l'émission madame. Vous dites? C'est pour l'émission madame. C'est une mission. C'est pour l'émission. Oui, d'accord. On est très heureux de vous entendre. On vous écoute. Le bonheur dans un foyer, au fait, c'est les enfants. Pour vous, le bonheur, c'est les enfants? Oui, c'est les enfants. Dans un foyer, il faut d'abord des enfants. De deux, pouvoir bien attraper son mari. Ok. Bien attraper son mari. Oui, il faut d'abord faire les enfants pour son mari. D'accord. Pour bien l'encadrer. Ok. Et encadrer aussi les enfants. D'accord. Alors, vu comme vous parlez du bonheur de la femme. Oui, je passe dans le foyer, le bonheur dans un foyer. D'accord. Il n'y a pas plus de bonheur. Allô? Je vous entends simplement, madame. D'accord. Donc, pour vous, le bonheur dans un foyer, c'est d'avoir des enfants et bien les encadrer. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, je fais quelque chose de très important par rapport au bonheur. Il faut que si nous voulons être heureux, il faut que nous passions du conditionnement, le fait de dire « je serai heureux si » à l'appréciation. Parce qu'on retrouve plus et davantage sa joie de vivre lorsqu'on commence par apprécier les choses qu'on a en attendant d'avoir mieux. Si vous savez apprécier ce que vous avez en attendant d'avoir mieux, si vous pouvez rendre grâce par rapport à ce que vous avez en attendant d'avoir mieux, vous allez être dans cette émotion, ce sentiment de bonheur, plus que lorsque vous dites « je serai heureux si ». Parce que la plupart des gens disent « je serai heureux si j'obtiens ça, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à être ça ». Et effectivement, comme le disait le docteur tout à l'heure, quand ils l'ont et quand ils le sont, ils se rendent compte de ce qu'ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que leur bonheur n'a jamais été conditionné par quoi que ce soit. C'est la capacité à apprécier ce que l'on est. Ensuite, quelque chose de très important aussi, c'est que la plupart des gens ont du mal à retrouver cette joie de vivre et cette appréciation du bonheur parce qu'ils se donnent des définitions illusoires de ce qui va constituer le bonheur. En se disant, je serai heureux à partir du moment où j'aurai ça, c'est une très très mauvaise définition parce que le bonheur c'est un choix. Je choisis d'apprécier les choses que j'ai. J'ai choisi d'être joyeux et heureux. Voilà. Très bien. Monsieur Jean-Claude nous appelle de Trècheville. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur Jean-Claude. Bon, pour moi, je vais résumer en une seule phrase. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Le bonheur, c'est un état d'esprit, d'accord? C'est un état d'esprit, parce qu'on n'est jamais satisfait, on est obligé de courir toujours après le bonheur. Donc, pour moi, le bonheur, c'est un état d'esprit. Alors, voilà. Petite question pour vous, monsieur Jean-Claude. Vous estimez aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Écoutez, être heureux, comme je le dis, être heureux, c'est vraiment une appréciation qu'on se donne soi-même. Mais est-ce que cette appréciation-là, vous l'avez? Vous estimez aujourd'hui que vous êtes heureux?
Vous voulez reprendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous êtes heureux? Est-ce que cet état d'esprit-là, vous l'avez? C'est une question difficile à répondre. Hein. D'accord. Mais je vais être très bref. Vous savez, le bonheur, quand on dit bonheur, on peut être heureux dans une famille. On a sa femme. On peut être heureux quand on s'offre une voiture. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ça le bonheur? Voilà. On a des enfants. On est heureux. Mais on a encore leur avenir qui donne des inquiétudes. On se pose encore des questions. Est-ce que je suis heureux? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Je vous en prie. Alors, voilà, donc l'intervention de M. Jean-Claude illustre bien ce que vous venez de dire. Absolument, donc c'est le fait d'apprécier. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire hier. C'était un ami à moi qui s'est adressé à moi. Donc on échangeait et j'avais l'impression qu'il souffrait parce qu'il venait de lancer sa propre entreprise et les choses ne se passent pas telles qu'il les avait prévues. Il était tout triste alors qu'il a une très belle famille, il a une très belle femme. Je connais sa femme qui est une femme très joyeuse, ses enfants qui sont très beaux. J'ai dit, ok, tu vas arrêter ça, tu vas arrêter de parler de ce qui ne va pas. Parce que la tristesse, c'est le refus d'apprécier. On est triste parce qu'on refuse d'apprécier ce que l'on a, ce que l'on est et ce que l'on arrive à faire. J'ai dit, ok, tu vas arrêter, tu vas jouer avec ton petit garçon. Tu vas t'approcher de ton époux, tu lui dis, merci pour le soutien que tu m'apportes chaque jour. Tu es triste parce que tu refuses d'apprécier ce que tu es, tu refuses d'apprécier ce que tu as et tu refuses d'apprécier ce que tu fais. Quand on a le courage d'apprécier les choses que l'on a, mon père a l'habitude de dire, quand tu peux apprécier ce que tu as et quand tu regardes parfois pour ce que les autres ont, tu te dis, waouh, je me plaignais de mon cas, mais quand je regarde pour les autres, j'ai tout pour être heureux. Donc, accepter, apprécier ce que l'on a, accepter, apprécier ce que l'on fait et accepter, apprécier ce que l'on est. Il y a une école aussi qui dit qu'on ne se compare pas à ceux qui sont en dessous de vous, mais il faut se comparer à ceux qui sont au-dessus pour avoir justement l'envie d'aller à leur niveau, d'aller toujours plus haut. Je suis d'accord avec ce besoin. Alors, quand on regarde bien évidemment des personnes qui ont moins de choses que nous, on se dit, mais évidemment, je suis très heureux de là où je suis. Mais quand vous regardez des gens qui ont beaucoup plus de choses que vous, vous vous dites, oula. Il y a le fait d'être content et il y a le fait de se contenter. Donc, je peux être content de ce que j'ai sans m'en contenter. Quand je ne commence pas à m'en contenter, je ne cherche plus à aller de l'avant. Mais je peux être content. Et être content, c'est apprécier. Si je ne veux pas être content, je n'apprécie pas et je suis triste. On va y revenir. C'est très intéressant ce que vous dites. Monsieur Yao Suleiman, qui nous appelait de Zaranou, est de retour. Allô? Vous appelez de? Euyakro. Très bien. On vous écoute. Voilà. Moi, je fais pour le bonheur. Je vous attendais tout ça. Moi, mon objectif, c'est de réussir à atteindre. De réussir? J'avais un objectif à atteindre. Oui. Ça me fait mon bonheur. J'ai réussi à payer une voiture, à construire et avoir une belle santé. Ça, mon bonheur. On vous entend difficilement, alors on va demander en régie de rappeler M. Yao parce que son témoignage est très très intéressant. On va le rappeler et puis augmenter un peu le son ici parce que c'est difficile à entendre. Alors, M. Capot, vous disiez à l'instant, il y a une différence entre se contenter de ce qu'on a et être content. C'est bien ça. Absolument. Donc, être content, c'est apprécier, rendre grâce et ne pas être dans la gratitude plutôt que dans l'ingratitude. Parce que quand nous sommes ici et j'arrive à faire un peu mieux que les autres, j'arrive à être un peu mieux que les autres, j'arrive à avoir un peu mieux que les autres, il faut que je rende grâce à Dieu si je crois en Dieu. Donc, si je crois en Dieu, je rends grâce, je dis, je rends grâce pour ce que j'ai avant d'espérer avoir ce que je souhaite avoir plus tard. Mais la plupart du temps, c'est que nous ne voulons pas apprécier ce que nous avons et on entre dans la comparaison pernicieuse. Parce qu'il y a une comparaison pernicieuse qui dit, bon, tiens, j'aurais bien aimé être comme X, Y. Il ne faut pas faire cette comparaison-là. Parce que chacun d'entre nous est dans un couloir et est alimenté par ses opportunités. Et c'est la façon dont nous saisissons ces opportunités qui nous permettra d'avoir du résultat. Et si je n'ai pas du résultat encore, je sais que j'ai du chemin à parcourir. Mais si j'ai un peu de résultat, je l'apprécie, le temps d'obtenir mieux. Très bien. Monsieur Kama nous appelle de Ouagadougou. Allô? Et allô? Bonjour, Monsieur Kama. Bonjour madame, comment vous allez? Nous allons très bien, merci. Et vous? D'accord, ça va, Dieu merci. Êtes-vous heureux, Monsieur Kama? Oui, je dirais que je suis heureux parce que déjà, comme j'ai la santé.
Vous dites? Je pense, il dit comme il y a la santé, je pense Comme il y a la qu'il y a santé, heureux. d'accord, ok. Voilà, donc pour moi, en fait, le bonheur, je pense que déjà, ça résume en un tout aussi la santé. Et lorsqu'on est capable quand même d'assurer quand même le besoin quotidien, ça veut dire en fait, lorsqu'on est à mesure de surmonter tout ce qu'on a comme obstacle, et de nos jours surtout financiers, et quand on dit obstacle financier, ça dit que c'est l'argent qui fait tout. On arrive à avoir de l'argent pour subvenir à la santé familiale, la famille, c'est la petite famille, la famille élargie, et pourquoi pas peut-être les amis qui sont autour de nous. Donc, pour moi, tout ce résumé-là, nous-mêmes, notre propre personne, lorsqu'on est en bonne santé et qu'on arrive aussi à subvenir aux besoins des uns et des autres. Et je pense que c'est là que commence le bonheur. Et au fur et à mesure qu'on a ça, je pense que le bonheur va au fur et à mesure augmenter. Mais dire en soi qu'on peut évaluer le bonheur, c'est très difficile. Pour moi, c'est difficile d'évaluer le bonheur, mais c'est de se dire que dès lors qu'on a la santé et qu'on a le minimum, le nerf de la guerre, qu'est l'argent, pour pouvoir subvenir à nos besoins quotidiens, alors on revoit le stress, on revoit les angoisses, et donc bonjour le bonheur. Voilà, c'est en quelques mots comme ça que je vais résumer pour moi le bonheur. Très bien. Merci, M. Kama. Merci. Très bonne journée à vous. Alors, docteur, de son intervention, moi, je retiens deux choses. Pour lui, et je pense que c'est pas mal de personnes qui pensent comme ça, la santé et l'argent. Est-ce à dire que si on n'est pas en bonne santé, on doit forcément être malheureux? Peut-être. Ou si on n'a pas d'argent, bon, c'est clair que la question, on a tendance à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, ça c'est écrit. Certains rajoutent l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. De ceux qui en ont, ça fait le bonheur. Donc ça, c'est un débat, je pense, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne sera jamais d'accord. Certaines personnes estiment que l'argent fait le bonheur, d'autres pas. Non, pas du tout. Alors, ce que je voulais dire, toujours dans la continuité des autres, je lisais quelque part et j'ai noté aussi, le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais de savoir apprécier ce que l'on a. Et c'est ça la vraie problématique. Est-ce que c'est la capacité à apprécier ce qu'on a. Et c'est ça qu'on a du mal en fait, à faire, qui fait que généralement, on a l'impression de ne jamais être heureux. J'ai eu le privilège dans mon exercice professionnel, bien sûr, des gens qui viennent et vous disent, je ne sais pas ce qu'on appelle le bonheur. Je n'ai jamais été heureux dans ma vie. Mais quand vous essayez de faire le parcours de leur vie, vous vous rendez compte simplement que à un moment donné, il y a eu des choses que ces personnes ont eues, mais qu'ils ont eu du mal à apprécier ou qu'on n'a pas pu apprécier. très bien. On y revient tout de suite, docteur. Monsieur Talami est en ligne, il nous appelle du Togo. Allô? Oui, alors. Bonjour, monsieur Talami. Oui. Merci d'être en notre compagnie sur RTI 2. On vous écoute, on parle du bonheur aujourd'hui. Allô? 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 Bonjour. Allô? Oui, monsieur Talami, est-ce que votre poste téléviseur est allumé? Allô? Docteur. Oui, donc comme je le dis, à partir du moment où nous nous trouvons dans une situation qui fait qu'on n'arrive pas à apprécier ce qu'on a, alors on devient envieux. Je prends l'exemple, vous savez, chez nous ici, dès que vous achetez une nouvelle voiture, ou bien vous avez une nouvelle maison, chacun va venir vous féliciter. Ah, ta voiture est jolie. Mais à l'instant T, je vois une autre voiture qui passe. Ah, si ma voiture avait été comme celle qui passe. Et j'oublie finalement d'apprécier ce que j'ai à l'instant T et qui me permet de vivre, qui me permet de me déplacer. Donc, c'est un élément fondamental que d'apprécier. Et M. Gakwa a parlé d'une autre notion qui est fondamentale. La théorie ou bien le thème de contentement. Le contentement, c'est dangereux à un moment donné parce qu'on ne fait plus d'efforts. Moi, j'ai ma moto, c'est bon, je n'ai pas besoin de voiture, ça suffit. Mais si ça le rend heureux, ben, tant mieux. Mais il y en a qui disent, écoute, moi j'ai une voiture que ça fait 10 ans d'ancienneté, c'est vrai, je suis content, mais je veux me battre pour avoir une voiture peut-être de moins de 2 ans d'ancienneté. Voilà, ça en ce moment-là, c'est ce qu'il a parlé, d'être content et de chercher à améliorer, j'allais dire, ses conditions de vie. Très bien. Madame Adjara nous appelle du Bénin. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Adjara. Oui. On parle du bonheur aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce que le bonheur? Oui. Allô? Très bien.
Du fait des différentes interventions et même des téléspectateurs qui ont appelé, je pense que l'élément le plus important au niveau du bonheur, c'est l'état d'esprit, comme l'un des téléspectateurs a appelé tout à l'heure, de la personne qui est mise en situation, donc vous et moi. On ne sera heureux que lorsque soi-même on sera heureux en fait, pour ne pas aller dans des conditions de circonstances. Que lorsqu'on sera heureux. Lorsqu'on sera heureux, oui. Parce que l'idée c'est que je suis heureuse, donc je suis heureuse toute seule. Je n'ai pas besoin d'être dans une maison pour être heureuse. Je n'ai pas besoin d'avoir un travail pour être heureuse parce que je suis heureuse. Et ensuite, quand certains événements de la vie arrivent, donc quand je vais déposer mon CV, que j'ai un travail et qu'on m'appelle pour me dire ça me remplit de joie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu qu'on fasse quand même un petit distinguo entre des différents thèmes de joie, bonheur, de paix, joie, voilà. Pour moi, de plaisir et tout ça, pour moi, c'est toutes des notions qui rentrent en ligne de compte dans le bonheur. Voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça que moi je le perçois. Parce que toutes ces émotions, ces sentiments-là, c'est des choses qui sont la plupart du temps temporelles. Le jour de son anniversaire, on est très content, mais le lendemain, on a J+2. Pourquoi on n'est pas aussi content que le jour de l'anniversaire? Parce que on nous appelle. Surtout, on en a reçu un gâteau et tout ça. Normalement, les 365 jours de l'année, parce qu'ils sont à nous, c'est nos jours, on devrait être heureux. De même que ce jour d'anniversaire-là. Et pourtant, le jour de notre anniversaire, on est rempli de quelque chose qui change le lendemain. Comme s'il y avait quelque chose qui avait changé. Ben non, le lendemain, c'est une autre opportunité encore qu'on a d'aller de l'avant. Donc pour moi, comme le téléspectateur a appelé tout à l'heure pour parler d'état d'esprit, je voulais vraiment qu'on revienne dessus. Je me lève le matin, M. Kako l'a dit déjà 2 ou 3 fois, je suis contente parce que j'ai pu me réveiller. Et là, c'est très important de pouvoir comparer quand même parce que je rentre dans une comparaison avec ceux qui sont décédés la veille. Et je suis bien contente parce que aujourd'hui, j'ai pu me réveiller. Tout à fait. Et pour parler de l'anniversaire dont vous venez de parler, alors le jour de son anniversaire, on est content, on remercie Dieu de nous avoir donné une année de plus et tout. Mais le lendemain, on oublie de lui dire merci pour le jour de plus qu'il a donné. Voilà. Comme tout si, retombe, c'est fini, l'euphorie. L'euphorie est passée. Comme si, voilà, c'était juste ce jour-là, mon anniversaire le 10 mars. Donc, comme c'était juste le 10 mars qui était le jour le plus important. Mais non, le 11 aussi, il est. Et le 11 mars aussi, et tous les jours qui vont suivre, ce sera des opportunités que Dieu nous donne, ce sera des opportunités que la vie nous donne pour être heureux. Donc, tous ces jours-là doivent être pris dans ce sens-là. Bien sûr, la vie n'est pas une ligne droite comme ça, un long fleuve tranquille. Bien sûr, on va rencontrer des circonstances. Mais pour des personnes, j'ai eu le témoignage cette semaine de quelqu'un qui s'est fait vider de sa maison, de la maison de ses parents, mais qui 3 mois après a eu l'opportunité d'avoir sa propre maison. Voilà, est-ce qu'on va être dans cette dimension de non-gratitude ou de jugement de certaines circonstances, comme si ces circonstances-là étaient mauvaises? Et ils se rendent compte après, au bout de 2, 3 mois, 6 mois, que ces circonstances-là ont contribué en fin de compte à nous rendre heureux. C'est bien ce que vous dites, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi évident. Et surtout dans le feu de l'action. Exactement, pour prendre l'exemple que vous venez de donner, quelqu'un qui se fait vider de chez ses parents, qui ne sait où aller, c'est compliqué de lui demander d'être heureux sur le moment. Oui, là où tu es complètement désemparé, tu n'as personne, tu as l'impression en tout cas de n'avoir personne pour te venir en aide, c'est difficile de dire à cette personne, mais décide d'être heureux, le bonheur est en toi, choisis d'être heureux. 2 mois après, quand la personne arrive à se reloger, elle comprend peut-être, mais sur le moment, il y a des circonstances, il y a des velléités de la vie qui font que malgré l'état d'esprit de champion, de gagnant, de vainqueur qu'on peut avoir, forcément, on a des moments, on alterne des moments de bonheur et de malheur. C'est pour ça que je voulais dire, je dis toujours que la vie, il faut être réaliste. Quand on est réaliste, parce que c'est de grandes théories. C'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé, vous lui demandez d'être content alors qu'il a faim, c'est vraiment difficile. Mais ce témoignage que vous donnez, ça se rencontre dans nous tous, notre vie. Souvent, on prend l'exemple d'un cas que je vais emprunter, un véhicule du moins, et puis je rate mon ticket ne passe pas. Après, on dit le véhicule a fait un accident. Et puis après, on vient dire, oh Dieu m'aime, oh, je suis vraiment heureux parce que c'est Dieu qui a fait que je n'ai pas pris le cas. Vous voyez. Mais à l'instant T où la situation est difficile pour nous, il faut être sincère. C'est pour ça que je pense que l'entourage, les relations interpersonnelles, c'est fondamental. Parce qu'il faut d'autres personnes pour nous encourager, pour dire, c'est vrai, tu n'as pas ça aujourd'hui, mais demain pourrait être meilleur pour toi.
Je pense que quelque chose de très important, c'est que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si vous avez un stock de joie de vivre qui est presque épuisé et nul, quand un événement va donc se produire, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que vous allez être plus accablé que quelqu'un d'autre qui a un stock de joie de vivre et pour qui ce n'est pas cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a des gens qui sont fragilisés déjà par la façon dont ils apprécient les différentes situations qui leur arrivent dans leur vie et dans leur carrière. Si quelqu'un a choisi entre-temps d'avoir la joie de vivre, c'est différent. Docteur a dit que quand on est enfant, on ne peut pas être heureux. Je suis d'accord avec lui. Mais il y a des jours où vous faites le jeûne. Il y a des gens qui jeûnent. Le matin, bon, ça va. À midi, c'est chaud. À 14h, c'est vraiment chaud. À 15h, c'est bouillant. C'est bouillant. Mais progressivement, vers 17h, on commence pas à avoir une sorte de joie d'être en train de réussir. Pourquoi? Parce qu'on ne commence pas à apprécier le fait qu'on a pu tenir. J'apprécie le fait que j'ai pu tenir le jeûne jusqu'à 17h. Je m'en vais à 18h. Même à 18h, même à 19h, on oublie que c'est l'heure de couper. On a envie de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet instant, je ne commence pas à apprécier le bonheur lié au fait que j'ai réussi à jeûner. Donc, on peut bien avoir faim, mais ça dépend de comment on souffre ça. C'est pas la même chose, hein, docteur. Là, jeûner, c'est une fin volontaire. C'est volontaire. On parle de ceux, par exemple, qui n'ont rien à manger. Ils se lèvent le matin, ils n'ont rien à manger. Là, quand on jeûne, on sait qu'à 18h, on a la possibilité de rompre son jeûne, de prendre un fruit, de manger. Il y a la nourriture qui nous attend. Mais il y a des personnes, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des problèmes. C'est pour ça que la notion de bonheur est tellement relative, parce qu'il y a des gens qui ont véritablement des problèmes, qui n'ont nulle part où aller, qui dorment sous les ponts, qui n'ont rien à manger, qui ont des enfants qui sont malades. Dans ces conditions-là, on se demande... Il doit honorer, exactement. Il ne peut pas. Alors, on lui dit, bon, trouve les ressources en toi pour être heureux. Déjà, toi, tu en vis. C'est un peu compliqué, ça a l'air très théorique. Absolument, mais on dit en général que ventre affamé n'a point d'oreille. Il se trouve qu'il est 14h, quelqu'un n'a pas à manger depuis le matin. Et la personne dit, tu vas me commander parce que tu vas me demander de faire un travail alors que j'ai faim. Mais il arrive pour des hommes d'affaires, il arrive pour des gens passionnés, des artistes, des gens qui font des dessins, des gens qui travaillent dans le laboratoire, qui oublient d'aller manger. Et pour eux, ventre affamé n'a point d'oreille. Encore une fois, si je considère le fait que je n'ai pas à manger comme une condamnation, comme une souffrance, la façon dont je vais vivre le malheur, entre guillemets, cette misère, est différente de quelqu'un qui a même oublié d'aller manger parce que le travail que cette personne fait est une passion. Il y a des gens qui considèrent leur travail comme une condamnation, ils considèrent comme une souffrance, ils considèrent comme s'ils sont en train de se tuer pour quelqu'un. Alors qu'en réalité, mon travail est l'opportunité qui m'est donnée d'exprimer qui je suis, d'exprimer mes talents, de montrer que j'ai de la différence, de pouvoir produire de la valeur, de changer la vie des gens, de montrer que je suis quelqu'un. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que je l'apprécie. Si je l'apprécie comme une condamnation, je vais être malheureux. Encore une fois, j'insiste, le bonheur est un choix. Je donne un exemple très simple. Vous savez, c'est Confucius qui dit, lorsque vous êtes accroché à ce qui s'est passé avant, de bien ou de mal, vous devenez dépressif. Lorsque vous anticipez trop tôt ce qui va se passer demain, vous devenez anxieux. Mais quand vous savez apprécier le moment présent, vous avez la paix. Et cette paix est possible et est offerte à tout le monde. Il y a des gens qui choisissent de ne pas l'apprécier. Je dis encore une fois, si je peux vivre le moment présent, je trouve un élément actuellement pour pouvoir apprécier du bonheur, je vais y arriver. J'ai écrit un livre, N'attendez pas pour être heureux, et là-dedans, je raconte l'histoire d'un paroissien qui allait voir son pasteur. Il dit à son pasteur, je ne vais pas bien, je souffre mon pasteur, la vie est trop dure. Le pasteur dit, ok, très bien, j'ai l'impression qu'on a un problème de liste. Quelle est la liste que tu as faite? Il a dit, ok, on va y aller. Si tant que ta vie est désastreuse, que tu es malheureux, allons-y voir. Oh là là, mon cher fidèle, j'ai appris qu'avec la crise économique, tout ce qui se passe, tu as perdu ton emploi. C'est vraiment dommage que tout le monde perde son emploi parce que ça ne va pas. La dépression, l'économie va mal et le gouvernement ne fait rien. Il dit, mais pasteur, de quoi parlez-vous? Moi, j'ai mon emploi. Oh, j'ai d'accord, on va mettre ça sur la liste des bonnes choses dans ta vie. Ensuite, le pasteur dit, oh mais tiens, oh, dis-moi, chef fidèle, qu'est-ce qui se passe? Ton épouse, j'ai vu, elle était souffrante ici, nous avons prié, on a tout fait, on l'a amenée à l'hôpital, on a changé de clinique, malgré tout ce que tu as dépensé. Je suis triste de voir qu'elle a perdu sa vie. Le paroissien qui lui dit, non, mais qu'est-ce que vous dites, pasteur, mon épouse est en bonne santé. Alors, le pasteur lui dit, on va mettre ça sur la liste des bonnes choses dans ta vie. Tu apprécies ces deux choses? Il dit, oui, tiens, je rends grâce pour ça. Très bien. Le pasteur a commencé par continuer, et quand le paroissien dit, non, laisse-moi terminer la liste moi-même. Encore une fois, le bonheur est un choix. Ça dépend de quelle liste vous choisissez de faire. Moi, j'ai choisi de faire la liste de « Waouh, je respire ». Il y en a qui n'arrivent pas à respirer. Il y en a qui ont la respiration assistée.
J'ai le bonheur d'être en train de parler parce qu'il y en a qui ne peuvent plus. Il y a des gens qui veulent bien dire bonjour et n'y arrivent plus. Ils veulent dire merci Seigneur et ils sont obligés de le dire à l'intérieur d'eux-mêmes. Et parfois, ils sont contents de pouvoir le dire. C'est un choix. Je choisis d'apprécier. Et quand je refuse d'apprécier, je peux être triste. Comme on le dit, si vous tentez d'être triste, vous trouverez le ciel très gris. Et quand il est gris, vous avez l'impression que tout va mal. Et quand tout va mal, vous êtes mort. Je voudrais quand même revenir sur le problème de la nourriture. C'est quand même le besoin de base selon Maslow, dans l'échelle de Maslow. Vous dites un directeur général qui est emballé dans son travail et qui oublie de manger. Il a à manger, mais volontairement, le travail fait qu'il ne mange pas. C'est comme moi, par exemple, parfois quand je sors de chez moi, je ne mange que les soirs. Mais je sais que j'ai à manger à la maison. C'est différent, encore une fois de plus, il faut être très réaliste, de celui qui, lui, n'est pas emballé par son travail, mais qui veut manger. Il veut manger. Donc, je voudrais qu'on fasse très attention en relativisant. Celui qui est directeur, il a de quoi manger. Mais son travail lui prend le temps, il oublie de manger. Mais l'autre, lui, il veut manger et il ne trouve pas à manger. Monsieur Cogna. On revient. on revient tout de suite. Monsieur Coblan, pardon, nous appelle d'Abobo. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Coblan. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Ok. Bon, je remercie le plateau et je vous remercie. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Voilà. Pour moi, je crois que le bonheur, si on pense qu'on se trouve dans le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Parce que c'est un état qui influence un peu notre comportement. Okay. Si je le dis, parce que dans l'existence de notre vie, il y a des choses qu'on contrôle et il y a d'autres qu'on ne peut pas contrôler. Parce que le bonheur, ce n'est pas comme une bulle dans laquelle si on doit atteindre, on reste dedans et puis cela perdure. Je ne crois pas. Donc c'est aussi dans les choses physiques, mais aussi dans les choses spirituelles. Donc il faut toujours améliorer cela. C'est un perpétuel combat tous les jours pour maintenir cet état-là. Parce que demain, on peut être satisfait, demain, on peut être insatisfait. Donc, ça évolue comme ça avant de dire, c'est pourquoi je dis, c'est pas comme une bulle. Donc, cela demande une force mentale et un effort sur soi pour maintenir autour de soi et en soi. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup, monsieur Coblan, pour cette contribution. Merci beaucoup. Donc, je voudrais surtout que dans nos développements, nous restons toujours très réalistes et très relatifs. Parce que, ouais, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un ami qui se trouve dans la douleur parce qu'il a perdu son père, en tout cas un parent, vous partez, vous lui dites du courage, ça va aller. Et puis il vous répond, c'est trop facile de dire. Mais il n'y a pas meilleure aussi manière de dire. Mais lorsque le même malheur vous frappe, si vous avez eu la chance de perdre votre parent un peu plus tard, Le malheur? le même malheur, oui. Vous avez dit la chance de perdre. Je n'ai pas compris. La chance. Non, je veux dire, quand j'ai dit chance, il faut relativiser. L'autre, on est tous appelés à mourir, ça aussi, c'est le sujet. Bon, donc si tu as eu le malheur de perdre ton parent un peu plus tard, ça c'est, je dirais c'est une chance, je veux quand même insister sur mon mot. Parce que si je perds mon père à 70 ans, 80 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a perdu son père à 40, 45 ans. Ou à 14 ans. À 14 ans, c'est pas la même chose. C'est pas tout la même chose. Laissez Les les deux morts sont morts. sont Et nous tous nous mourrons d'ailleurs. C'est pas la même chose. Mais nous qui étions très dynamiques, avec tout le monde nécessaire pour dire à l'autre, Yako, c'est Dieu qui a fait comme ça. Nous pleurons parfois 2 fois plus, ou on se plaint 2 fois plus que l'autre. C'est pour ça que je lisais quelque part où il dit, en réalité, le vrai bonheur n'existe que quand il est partagé. Ça veut dire quand je me trouve dans une situation où j'ai la joie, puisque c'est la composante, ce sont les composantes de la joie, du bonheur. Quand je me sens dans la joie, dans la gaieté, j'ai de l'abondance, je dois partager. Et cela est très important. Très bien, on reviendra à cette notion de partage et d'être heureux avec les autres. Après ce coup de fil de l'imam Diallo qui nous appelle de Yopougon. Allô? 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 Oui, bonjour imam. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bonjour, imam. D'abord, pour le bonheur d'abord. Allô?
initialement. On vous entend difficilement. Le bonheur d'abord. On espère que vous allez rappeler. Le meilleur moyen de répandre le bonheur est de le partager avec une autre personne. Selon cet auteur, si vous avez le bonheur que vous ne partagez pas, ce n'est plus un bonheur. Alors, comme disait, vous me direz qu'il a dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est de... Je ne sais plus trop, on a entendu mais on a oublié l'auteur, oui. On retrouvera d'ici. Folro, c'est bien ça. Raoul Folro. Ok. Merci, monsieur Yao. Chef de plateau. Alors justement, est-ce que cette notion de bonheur-là peut être possible sans le bonheur de ceux qui sont autour de nous? Est-ce qu'on peut être heureux tout seul dans un océan ou dans justement un océan de malheur autour de nous? Est-ce que si autour de nous personne ne travaille, personne n'est heureux, personne n'a à manger et que nous on estime être heureux hein, parce qu'on a des moyens, on a tout ce qu'on veut, est-ce qu'on peut être heureux parmi des gens qui ne le sont pas? Alors, c'est simple. Je ne peux pas porter la misère du monde. Je ne peux pas porter la misère du monde. Si je cherche à porter la misère du monde, je vais être triste et malheureux. Très malheureux. Je vais faire le point de combien de personnes sont mortes de faim hier, combien de personnes sont décédées de VIH-Sida aujourd'hui, combien de personnes ont été tuées au Kenya avant-hier, combien de personnes ont perdu leur vie parce que quelqu'un est entré dans un tribunal et a tiré sur tout le monde. Je vais être triste. Je ne peux pas passer à contempler et à partager la misère du monde. Par contre, je peux dire, ok, je choisis d'être heureux. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le bonheur, c'est un choix. Pourquoi? Parce que ce qui m'arrive n'est pas plus important que la façon dont je décide de vivre cela. Et c'est la façon dont nous choisissons de vivre les choses qui définit notre capacité à être heureux ou non. On y revient. Monsieur Arsène nous appelle d'Abobo. Allô? Il est parti. Ah. Il y a des gens, par exemple, on parlait de perdre son père ou un parent. Il y a des gens qui n'ont réussi à s'assumer véritablement qu'à partir du moment où ils ont perdu un parent, où ils ont été libérés de l'autorité, je dirais même du joug parental. Et quand vous êtes libéré ainsi, vous dites, ah, enfin je vais pouvoir être moi. Et quand il n'y a rien de plus beau que le fait de pouvoir enfin être soi. Et quand vous le dites comme ça, vous me faites un peu peur, hein, monsieur Capo. Quand vous dites enfin je vais pouvoir être moi, c'est comme si on attendait le décès de ce proche-là pour être soi. Mais encore une fois, c'est-à-dire que j'ai un ami à moi que son père a obligé à être médecin. Il a fait 3 ans de médecine, il a dit j'en peux plus. Mais son père était étudiant et son père est décédé l'année qui a suivi. Il a s'inscrit en première année d'informatique. Il est devenu ingénieur informaticien et il travaille au Canada aujourd'hui. Alors, il fait enfin ce qu'il aime faire. Il n'y a rien de plus beau que de faire enfin ce qu'on aime faire. Et parfois, Mais est-ce que justement le bonheur, hein, vous l'avez dit, c'est un choix. Être heureux, ça se décide. Est-ce que le mieux n'aurait pas été de dire au père, moi, mon choix, c'est de faire l'informatique et non pas la médecine? Et pas attendre le décès de ce père-là pour se tourner vers une autre vocation. Dire au père, moi je décide que ce qui me rend heureux, c'est l'informatique. Je ne ferai pas la médecine pour te faire plaisir. Imaginez l'instant, il vous dit, tu fais ce que tu fais. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que... On y revient tout de suite. Oui. Lydie est en ligne, elle nous appelle de Yopougon. Allô? 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 Oui, bonjour Lydie. Allô, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. À l'émission, s'il vous plaît. Oui, vous êtes la bienvenue. On parle du bonheur aujourd'hui. Encore une fois, c'est cette capacité à choisir, d'apprécier ce qui m'arrive, l'opportunité que j'ai de me libérer ou d'être ou de rester coincé. Il y a des gens qui sont coincés. Il y en a qui ont bien la vie. Si votre papa vous dit, ok, tu veux partir, pars. Mais désormais, tu t'assumes toi-même. Il y en a qui disent, ok, je vais m'assumer. Et c'est à partir de cet instant qu'ils sont libérés. Encore une fois, c'est comment nous vivons ce qui nous arrive. Comment nous apprécions ce qui nous arrive. Il y en a qui apprécient ça comme la fin des choses. Il y en a qui apprécient ça comme le début de la libération. Il y en a qui considèrent que c'est de la catastrophe. Il y en a qui considèrent comme une opportunité. Il y a des choses qui constituent pour nous une opportunité que nous prenons comme la fin des choses. C'est de l'interprétation. Comment est-ce que j'interprète ce qui arrive? Si je l'interprète comme une catastrophe, quelque chose de définitif, il n'y a plus rien qui puisse être fait, c'est fini. Je considère que ma mère n'est plus de ce monde, c'est fini, je n'aurai plus de l'affection. Et pourtant,
si je suis marié et que ma mère n'est plus de ce monde et que je pense que c'est la fin de mes affections, c'est le moment de me tourner vers mon conjoint ou vers ma conjointe. Il y a des gens qui, à cause de leur mère, n'arrivent pas à vivre le bonheur conjugal. Ils continuent de vivre le bonheur maternel, mais ils ne vivent pas le bonheur conjugal. Et si la mère n'est pas là, c'est l'opportunité de se tourner vers la conjointe ou vers le conjoint. Encore une fois, on peut interpréter, utiliser à profit tout ce qui nous arrive. Et c'est là que j'insiste, le bonheur, c'est le choix. Je choisis d'interpréter et d'utiliser à profit tout ce qui m'arrive. Je choisis d'être heureux avec, en attendant d'avoir mieux. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis pleinement d'accord avec ça. La vie, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un long fleuve tranquille. À l'intérieur, il y a plusieurs choses. Il y a les anniversaires, on était tout content qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a ces petits moments-là donc de partage avec les téléspectateurs et tout. Mais derrière, on sait tous plus ou moins ce qu'on a déjà vécu. On sait pour les jeunes dames, pour les hommes, les moments de déception qu'on a vécu. On sait très bien les échecs qu'on a vécu. Mais tout cela devrait contribuer à nous donner, comme on l'a dit tout à l'heure, à nous faire avancer dans notre vie et aussi à faire sortir des leçons. Je pense qu'arriver un moment, faire sortir des leçons de chacune des choses qu'on fait est très important. Monsieur Kakpo a parlé tout à l'heure des opportunités, de l'interprétation qu'on donne à certains événements. Dr Bo a bien dit, on va tous mourir. Donc, quelque part, la mort, on l'attend plus ou moins. C'est quelque chose qu'on ressent. On sait que nos parents ne vont pas toujours vivre, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par chance, on espère qu'ils vont aller très tard. Mais est-ce que ma vie va s'arrêter alors que mon père et ma mère ont investi en moi? Ils ont investi de l'émotionnel, ils ont investi de leur présence, ils ont investi beaucoup d'espoir, ils ont investi de l'espérance dans leur fille. Ils espèrent que je vais achever ce qu'ils ont déjà commencé. Est-ce que, oui, on va dire à personne que tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit… Il y a des coups de barre. Dans cette vie que nous vivons, il y a des coups de barre. Tu l'as dit tout à l'heure, au pied du mur, c'est dans le feu de l'action qu'on décide ce qu'on va faire. Une femme qui vient de divorcer, il est tout à fait normal qu'elle déprime pendant 1-2 semaines. Non, pas 2 semaines seulement. Hein. Moi, j'ai pris 1-2 semaines. Je lui donne c'est trop petit. Voilà. Et encore, je dis les normales, bon. Mais c'est possible qu'elle vive ce genre de moment-là. C'est tout à fait normal. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'étape qu'on suit pour continuer dans la création de son bonheur qu'on avait initialement commencé? Très bien. Monsieur Tano nous appelle de Cocody. Allô? Madame Tano, toutes mes confuses. Oui, Madame Tano, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, Madame Tano. On vous écoute, on parle de bonheur aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je voudrais intervenir sur un point. Oui. Vous avez un de vos invités là. Il parle de ne pas porter la misère du monde. Sinon quoi, on se retrouverait triste. Vivre le bonheur, c'est une bonne chose. Mais aussi, pendant que tu vis ton bonheur, il faut que ce monsieur-là, il sache aussi que ces personnes qui vivent dans des situations difficiles ou de malheur, comme je l'ai dit, lui aussi, peut-être un jour, peut se retrouver à leur place. Donc, quand on dit il ne faut pas porter le malheur des autres parce qu'on va se sentir triste, ce n'est pas vrai. Tu vis ton bonheur. Mais il faut que ce que les autres vivent là, c'est tout. Parce que ce n'est pas différent des autres. Voilà. Donc, c'est sur ça que je voulais rebondir. Très bien. Madame Tano, merci beaucoup. Alors, elle s'adresse directement à M. Kakpo. Je comprends parfaitement. Je vous donne des entrées simples. Je me rappelle en 2010, je venais de perdre beaucoup d'argent dans des opportunités d'affaires dans mon entreprise. J'en ai tellement perdu et j'étais coincé à la maison. Si on me donne l'opportunité, j'allais peut-être me suicider. Et j'en étais là, j'avais perdu mon amour propre. Je croyais que je ne valais absolument plus rien. Et j'en étais là quand j'ai reçu un coup de fil d'un client à moi qui dit « Herman, j'ai besoin de toi ». J'ai dit « Mais quoi? Quelqu'un a besoin de moi avec tout ce qui m'arrive ?» Ça veut dire qu'en réalité, le fait que les gens aient besoin de moi, le fait que j'ai de la valeur était en cours. C'est moi qui ai choisi de ne pas l'apprécier. Maintenant, encore une fois, chacun d'entre nous vit des choses extraordinaires, des choses difficiles. Il y en a qui vivent des choses et disent
je vais mettre fin à ma vie. Je ne regrette pas. Regardez, un sénateur français s'est suicidé hier ou avant-hier. Un ancien maire, oui. Un ancien maire, voilà. Donc il s'est suicidé parce que ce qui faisait la valeur même de sa vie est parti. Et il s'est dit, si mon honneur, mon honorabilité, qui a fait que je suis sénateur, qui a fait que je suis ancien maire, tout le respect que les gens avaient autour de moi, tout ceci va tomber, je ne peux pas vivre ça. Ça ne va pas se passer de mon vivant. À cause de ça, il a donné vie à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il résumait sa vie à ça. Non, alors je pense que ce que Mme Tano voulait dire, c'est que justement, on ne peut pas être heureux et ignorer le malheur des autres. Parce que quand vous dites qu'on ne peut pas porter la misère des autres, c'est clair qu'on ne peut pas la porter, mais il faut s'y intéresser. Et puis le cas échéant, si on peut aider, le faire. Je pense que c'est dans ce sens-là son intervention. Oui, je voudrais, oui, parce que il faut, je le dis encore une fois de plus, il faut relativiser les choses. On ne peut pas parler de bonheur sans tenir compte de notre contexte africain. Le bonheur tel qu'il serait développé ou perçu en Europe pourrait ne pas être tel que c'est perçu en Afrique. Vous savez, un de nos gros soucis ici, après un décès, vous êtes obligé d'aller au village. Parfois, on n'a pas envie d'y aller. Mais si vous n'y allez pas, ce serait mal vu. Vous pouvez dire, c'est mon choix, c'est vrai. Mais on vit dans une société, et c'est en ce sens que je suis d'accord avec la dame qui a appelé. Mais je voudrais aussi ajouter sur le fait que, finalement, être heureux, c'est surtout avoir la capacité de faire ses choix. Ce n'est pas tellement après la mort, parce que devant mon père vivant ou ma mère vivante, je devais pouvoir avoir la capacité de lui dire, comme vous l'avez dit, maman ou papa, voici ce qui est bien pour moi. Et c'est ce qu'on appelle, les psychologues appellent en matière de développement personnel, l'affirmation de soi. Et c'est à ça qu'il faut arriver. C'est ça en réalité qui est notre bonheur. De pouvoir arriver à faire savoir, comprendre à celui qui est en face de nous que voici le choix que je fais. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai choisi de faire la psychiatrie, tous mes amis de promotion de médecine se sont moqués de moi. Parce que vous savez, quand on parle de psychiatrie, on dit c'est pour aller soigner les fous. Mais je suis content d'avoir fait ce choix. Et je me souviens que pratiquement chaque jour, des collègues appellent, on veut t'envoyer malade, on veut t'envoyer malade. Et je suis très content d'être psychiatre, par exemple. Très bien. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On va écouter comment Miss. Concernant ce que Mme Tano a dit, moi, ce que j'ai perçu dans ce que M. Kako a dit, c'était que même quand les autres sont malheureux, ce qu'ils attendent de nous, à la limite, c'est un soutien. Mais ce soutien-là, il est positif. Donc, quand moi, je suis remplie de bonheur, je suis plus à même de te soutenir, Eva. Ce n'est pas quand je suis malheureuse que je vais venir te soutenir. Donc déjà, il y a un état d'esprit que moi-même, je dois formater en moi pour pouvoir être à même de te soutenir. Quand on dit on ne va pas porter la misère du monde, c'est pour soi, ce n'est pas pour les autres. Donc c'est un regard sur soi, c'est de se dire, moi, je vais aller de l'avant. Et parce que je vais de l'avant et que je suis forte dans la tête, et qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé, mais que je m'estime assez forte, je suis à même d'aller maintenant donner ce que je peux, aller soutenir les autres. En tout cas, être avec eux dans leur moment de malheur. Bien expliqué. Monsieur Capot, vous serez avec nous demain encore. Merci en tout cas pour votre présence. Malheureusement, Dr Brou sera absent demain, mais Monsieur Capot sera là et Miss Conan également. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de prendre votre temps pour nous suivre sur RTI2. Cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Et comme on le dit, soyez heureux, n'attendez pas pour être heureux. Soyez surtout vous-même, parce que vous le disiez la dernière fois, chacun s'étant déjà choisi, vous n'avez aucune autre possibilité que d'être vous-même. Il n'y a que cette option qui soit encore disponible. À demain, 13h30, pardon.